Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au département des relations industrielles de l'Université Laval pour un second panel conférence que nous organisons avec grand plaisir. Euh, Ce panel ici va porter sur la question de la médiation organisationnelle. Il y a 3 semaines, nous avions fait un premier panel sur l'intelligence artificielle et le travail et l'emploi. Euh, Ces panels sont organisés sans planification, donc nous profitons des allées et venues de personnes, d'amis du département qui viennent à Québec nous rendre visite. Et nous essayons de programmer un sujet qui touche à leurs intérêts et aux intérêts du département, évidemment. Euh, cette conférence ici, cette conférence panel, touche particulièrement à la question de la médiation organisationnelle. La médiation étant une pratique qu'on connaît bien en relations industrielles, mais qu'on étudie peu de manière générale. Euh, et pour cette rencontre particulière, donc ce format, où nous répétons le format que nous avons utilisé il y a 3 semaines, nous avons donc un conférencier euh, ici à ma gauche et à ma droite, nous avons un discutant qui est issu du département qui vise à lancer des questions de relance, à essayer de faire évoluer les réflexions. Euh, L'objectif n'est pas de faire une conférence ou un panel de style académique où nous serions en train de discuter d'enjeux théoriques fondamentaux ou scientifiques et empiriques, mais vraiment essayer de se ramener au quotidien et à la pratique des professionnels en exercice. C'est pour ça que nous essayons d'atteindre un maximum de personnes au-delà des frontières de notre département à proprement parler. Alors, je vais présenter rapidement, et puis j'imagine qu'il donnera quelques éléments supplémentaires de présentation. Mais d'abord, moi, je m'appelle Sylvain Luc, je suis le directeur du département des relations industrielles. Et nous recevons aujourd'hui Éric Battistoni, qui est juge honoraire au tribunal du travail de Liège, en Belgique, qui est également membre de l'Association nationale des médiateurs en France, membre de la Chambre nationale des praticiens de la médiation, toujours en France, est également membre de la Commission fédérale de la médiation en Belgique et il est également fondateur du groupement européen des magistrats pour la médiation. Par ailleurs, à côté de ça, il pratique la médiation évidemment depuis de nombreuses années, pratique qu'il défend corps et âme, si je puis me permettre, parce que je le connais depuis quelques années. Je pense que c'est un des grands avocats de la question de la médiation en Europe, en Belgique et en France en tout cas. Il est également chargé d'enseignement aux hautes écoles Libre-Lausanne et il coordonne plusieurs formations en médiation depuis 2012. Il est également aussi chargé d'enseignement et coordinateur du tout nouveau, je pense que nous en sommes à la 3e cohorte qui va démarrer, du diplôme universitaire en médiation économique et organisationnelle, organisé par l'Université Paris 2 à Paris, donc évidemment. À ma droite, nous avons un professeur du département, donc le professeur Martin Dumas, qui jouera le rôle de discutant, professeur au département des relations industrielles, professeur agrégé, qui est très intéressé par la médiation, m'a-t-il dit dès le départ, quand on lui a annoncé que nous recevions M. Battistoni. Donc, il a tenu à être présent ici. Il a lui-même collaboré, ou en tout cas touché de près aux questions de médiation dans sa pratique en tant qu'avocat, mais aussi dans le cadre de ses recherches et de son activité professorale. Donc, nous le souhaitons la bienvenue. Sans plus attendre, je laisse la parole à Eric pour nous faire part de la médiation organisationnelle. Juste une petite remarque encore, nous avons limité la question aujourd'hui aux enjeux organisationnels de la médiation, c'est-à-dire que la médiation se pratique au-delà des organisations, elle se pratique aussi dans des échanges entre entreprises, entre organisations. On le sait ici au Québec aussi, dans les rapports collectifs de travail, la médiation
est une méthode qui est utilisée lorsqu'il n'y a plus aucun espoir, si je puis me permettre, quand les négociations patinent un peu, par exemple. Mais elle est aussi utilisée dans le cadre d'entreprises, vis-à-vis de l'État et ainsi de suite. Mais nous, ici, dans le cadre de cette conférence, nous avons voulu circonscrire au contexte organisationnel, donc la médiation comme pratique d'intervention dans des conflits interpersonnels ou des conflits intergroupes ou intercollectifs au sein des organisations. Je te laisse la parole, Eric. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Parce que pour un Belge, être au Québec, c'est très agréable. Ça change de ce qu'on a l'habitude en Belgique, en France, mais c'est surtout très agréable d'être avec des Québécois qui sont plus proches des Belges que nous ne le sommes nous-mêmes des Français. C'est presque familial, votre accueil, pour un étranger qui vient. Quand il est à Paris, c'est très aristocratique, c'est très maniéré. Ici, on se sent détendu. Et donc, on va prendre 45 minutes, je veux dire, pour passer un moment agréable, au sens où on peut l'entendre, et partager un chemin de vie qui est le mien, qui a commencé en 10 années de barreau, à Verviers, un petit barreau, on était 100 avocats, et à l'issue des 10 ans, quand je suis devenu magistrat, je me suis posé la question, qu'est-ce que mes clients m'ont le plus souvent dit à la fin des procès qu'on a gagnés ou perdus? Et la réponse, c'est, on ne m'a pas écouté, vous avez réclamé des sous, mais nous, ce n'est pas des sous qu'on attendait, c'était une reconnaissance, c'était un merci, c'était un je regrette, pardonnez-moi, mais ce n'était pas des sous. Je l'ai entendu souvent. Et donc, je me suis dit, en devenant magistrat, je vais essayer de donner la parole aux personnes, ce que j'ai fait pendant 26 ans. Chaque fois qu'un justiciable était présent devant moi, je le questionnais pour savoir, il faut de l'énergie pour en venir à un litige judiciaire et se présenter devant un tribunal. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a soutenu dans votre élan d'énergie, de mise de fonds, d'usure du temps, parce que ça dure longtemps un procès? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et la réponse que j'ai eue systématiquement, et qui est vraiment à la base de ma démarche de médiation, la réponse, c'est pas juste. Et quand on les laisse parler, ils ajoutent, il n'a pas le droit de. Alors, je me suis rendu compte qu'entre le droit de, qui est la loi de pouvoir faire ou d'interdire, et le droit qu'ils ont dans leur tête, qui est toute la normativité que les personnes ont en elles, je dirais presque la culture que les personnes ont en elles, parce que la normativité, ça va très loin. Vous, Québécois, si on vous dit parler l'anglais, ne parlez plus le français, vous allez me dire c'est une question de culture. Que nenni, c'est aussi une question de normativité. Vous vous êtes battu dans les années 60, vous avez recommencé dans les années 2000 pour avoir votre liberté linguistique, et je pense qu'on voit vraiment là, ils n'ont pas le droit d'eux, il n'a pas le droit d'eux, ce que ça recouvre. Alors, cette démarche, pendant 26 ans, elle m'a éclairé sur 3 points pour lesquels les justiciables n'étaient pas contents du judiciaire. Et les critiques, quand je leur demandais, parfois au moment de la lecture du jugement, s'ils étaient présents, votre réaction, je vois à votre tête que vous n'êtes pas tout à fait heureux. Je disais ça de façon un peu gentille pour les questionner. La réponse que j'avais, vous savez, ça a duré trop longtemps, ça m'a coûté trop cher, et de toute façon, je n'ai pas eu le droit à la parole. Mon avocat a pris la parole à ma place et a dit des choses qui n'étaient pas celles que j'aurais souhaité entendre devant le tribunal. Or, quand ils étaient présents à l'audience, très souvent, je les laissais prendre la parole après leur avocat, mais ça ne suffisait pas. Et là, je me suis rendu compte, et vous allez faire le lien avec la médiation, je me suis rendu compte que le système judiciaire est un système formel, que les gens qui le pratiquent ont acquis à l'université, développé par leur pratique, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu humoristique un fétichisme juridique. Et que le problème des gens,
n'est pas le problème des juristes. Et que quelque part, les gens, quand ils se plaignent, ça a duré trop longtemps, ça a coûté trop cher, et on n'a pas entendu ma parole, comment compenser ça dans un modèle de justice qui soit alternatif? Et je pense que la médiation s'y prête, sous certaines conditions. On va les examiner. Et je pense qu'aujourd'hui, donc ce que je vous raconte remonte à il y a une trentaine d'années, mais aujourd'hui, j'ai vu le rapport 2020 de l'Inspection générale judiciaire en France. Quels sont, dans les sondages statistiques, les critiques que les justiciables émettent à l'encontre de l'institution judiciaire? On retrouve les trois qui existaient, qui préexistaient déjà depuis 30-40 ans. Et la première critique, le premier grief qui prend la place du tiercé, de tête de tiercé, vous savez ce que c'est? Alors, c'est très surprenant. C'est pas juste. On retrouve le même grief qu'à l'encontre de son adversaire, mais cette fois-ci formulé à l'encontre de l'institution qui doit juger. Et ça m'a surpris et ça m'a convaincu que si on a à faire quelque chose en médiation, on doit le faire dans l'idée d'un modèle de justice. Le c'est pas juste sur la solution au conflit et le c'est pas juste sur le traitement par l'institution. Il faut répondre à cela. Et les conditions par lesquelles la médiation peut y répondre sont des conditions à la fois méthodologiques et à la fois des exigences de nature éthique. On peut y répondre. Comment est-ce qu'on va le faire? Pour le judiciaire, je le laisse de côté parce que dans les organisations, vous savez, j'ai traité, c'était un tribunal du travail, donc je traitais du contrat de travail avec du licenciement, avec des problèmes de harcèlement, tout ce qui touchait à la santé des travailleurs. J'ai traité toutes ces matières-là. Et quand je vois ce qui se passe dans les entreprises ou dans les administrations publiques, le nombre de conflits qui étaient en germe il y a 50, 40 ans, 30 ans, aujourd'hui explose. Il y a une libération de la parole, il y a une libération des griefs, de la critique contre les autres. Et si on n'intervient pas, qu'est-ce que vous avez comme résultat statistique de l'année dernière en France? On a interrogé des travailleurs, des agents de l'administration publique, en leur demandant est-ce que vous avez vécu une situation de harcèlement, une situation, on va mettre globalement, de risque psychosocial, psychosocio-organisationnel? Et la réponse, sur la dernière année, 17% des travailleurs ou des agents des entreprises disent « j'ai connu une situation de harcèlement ou de risque psychosocial ». Vous allez dans l'administration publique, c'est plus 17%, vous êtes à 25%. Et si vous allez dans le médico-social, qui est un secteur très déficitaire sur le plan relationnel, là, du bonheur au travail, vous êtes à 32% de gens qui disent « depuis un an, j'ai une situation de harcèlement ou une situation de risque psychosocial que j'ai rencontrée ». Donc voilà ce qui, au départ, me motive à venir vous parler de médiation organisationnelle, la médiation dans les organisations et surtout dans l'esprit de la prévention que l'on peut faire en questionnant les gens sur ce qui est juste ou pas juste à leurs yeux. Alors c'est subjectif, mais à partir du moment où vous objectivez les subjectivités, vous avez de la matière à travailler en médiation. Donc voilà globalement le focus qui est posé et je vais rentrer dans le diaporama pour l'expliciter avec vous maintenant. Diaporama que j'ai voulu profane et même iconoclaste. Quand je questionne les jeunes sur le marketing digital, comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens, pour les motiver à regarder un diaporama, écouter une conférence, on me dit jamais du jaune, il y a des mauvaises ondes visuelles, jamais du jaune, j'ai pris du jaune. On me dit une dia où il n'y a rien du tout dessus, 3 mots, et la dia suivante, 3 mots, et on avance comme ça. Iconoclaste, ce n'est pas ce que j'ai fait. De sorte que si vous souhaitez le diaporama, vous aurez un mini-syllabus qui vous rappellera ce que j'ai raconté aujourd'hui. Et le jaune, pourquoi est-ce que je l'ai choisi?
Alors là, je rentre dans la vie privée, mais on est familial, donc on peut partager. Je suis très mauvais cuisinier, sauf le matin, où il y a deux choses que je fais bien. Un, le café. Pour un Italien d'origine, ce n'est pas anormal. Deux, le jus de citron, pour une autre raison, c'est que depuis une quinzaine d'années, mon épouse prend un jus de citron tous les matins et elle est en forme toute la journée. Et il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout. Ce sont des vitamines, c'est du détoxifiant. Question, est-ce que les organisations pètent la forme? Est-ce qu'on pourrait leur donner des vitamines? Et j'ai pris le citron comme identité du diaporama qui va suivre. Alors, je souligne qu'il n'y a pas d'interrogation, alors ça nous interpelle. Donc voilà. Si je dois prendre les points forts, j'en ai mis deux. La gouvernance. J'ai mis le titre en italien, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la gouvernance, je mets la règle, puisqu'il n'a pas le droit de, c'est le normatif, c'est la règle. La médiation dans les organisations, on va parler un peu de médiation, je vous ai donné déjà les grandes lignes, et puis de l'organisation en bonne santé. Alors, s'il y a des problèmes sur la régulation, s'il y a des problèmes causés dans la subjectivité des personnes par le système régulateur, il faut changer la règle. Pour changer la règle, il faut des règles. Et c'est ce que nous allons voir. Saisir la discrépance, un vieux mot français qu'on retrouve en anglais, discrepancy, mais qui signifie divergence de vue. Et en médiation, ce sont les divergences de vue que je dois aller chercher, le plus préventivement possible. Parce que si je vous dis c'est le conflit que je dois aller chercher, il y a des conflits qui n'existent pas encore. On dira les différends. Oui, il y a des différends qui n'existent pas encore. Le stade de départ de la critique, du grief contre quelqu'un d'autre, contre une organisation, c'est le stade de la discrépance. On n'a pas la même vision, on a une divergence de vue. Saisir la discrépance, traiter la discrépance, voilà vraiment les deux objets, les deux buts de la médiation organisationnelle. Alors, gouvernance, leadership, justice. Comment faut-il entendre la gouvernance? Et comment, dans le conflictuel, le normatif est-il perçu comme un élément de discrépance par les personnes? Si je regarde une organisation comme un profane, je ne suis ni spécialiste de la gestion, ni spécialiste des relations sociales, ni spécialiste de la psychologie, je vois que créer une organisation, adhérer à une organisation, c'est parce qu'on accepte un but commun. On s'affilie pour remplir un but commun tous ensemble. Vous voulez remplir un but commun, il faut une régulation sociale. Ça veut dire qu'il faut bien sûr des règles. Qui prend les règles? Des chefs. Donc, je commence un but commun, une régulation sociale, et une fois qu'on a tout ça mis en place, la régulation sociale va exiger de la coordination, qui peut se faire, et c'est ici le contrôle social, qui peut se faire sous forme d'autorégulation. Je vous laisse libre, vous décidez comme vous voulez de travailler, vous me rendrez compte toutes les semaines ou tous les 6 mois de ce que vous avez comme résultat. La régulation-contrôle, c'est l'inverse. Je vous dis le matin ce que vous allez faire. Votre tâche à 10 heures, c'est ça. Votre tâche à 13 heures, c'est ça. Et je vérifie à la fin de la journée si vous avez respecté vos consignes. C'est la régulation de contrôle. L'idéal, et là, dans le contrôle social, on rentre dans des formes de médiation, on est sur de la régulation conjointe. Ce petit schéma, c'est un schéma de Jean-Daniel Reynaud, qui est un auteur relativement connu en France ou en Belgique, je pense au Québec également. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait groupe? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas tout seul? Parce que quand on est en groupe, on arrive plus loin, tous ensemble. S'il y a une bonne coordination, on arrive ensemble plus loin que la somme des actions individuelles. Il y a donc ce qu'on appelle une plus-value collective, qui est un différentiel, un surplus par rapport à la somme des actions collectives non coordonnées. Et c'est la raison pour laquelle
parce qu'on optimise la plus-value collective, on accepte un leadership, on accepte de s'affilier à des règles et à des gens qui prennent les règles et qui les font respecter. Gérer les écarts à la règle, c'est peut-être le moment où la médiation organisationnelle va entrer en action parce qu'il s'agira de gérer les conflits ou de prévenir les conflits par la justification des règles. Et ça, c'est toujours un moment qui est dangereux pour le leadership, c'est quand il faut justifier les règles. Et si vous ne le faites pas, vous allez créer de la discrépance. Et s'il n'y a pas d'adhésion, vous perdez la plus-value collective. Parce que alors les gens ne contribueront plus au collectif, soit parce qu'ils ne collaboreront plus avec les autres, il n'y aura plus de coopération avec les autres, soit parce qu'il n'y aura plus d'engagement, d'implication au service du collectif. On va le voir. Question sur le leadership. Deuxième étape de la réflexion sur l'organisation. Et je vais le prendre à l'envers. Plutôt que de demander ce qu'est un bon chef, je vais questionner la subjectivité des gens. Est-ce que le chef est un vilain chef? Est-ce que ma directrice est une directrice méchante, une chef méchante? En posant la question de cette manière-là, j'ai le plaisir de vous emmener voyager un petit peu. Si je vous emmène en Italie, je suppose que ça vous convient. Une des villes que je préfère en Italie, c'est Sienne, qui est entre Florence et Pise, une vieille ville, très agréable. Et à l'intérieur du Municipio, qui est l'hôtel de ville, une tour, une espèce de campanile, vous avez une peinture, que voilà. Et sur cette peinture, vous verrez tout en haut des maçons qui travaillent, tout en bas des personnes qui dansent, des gens qui voyagent avec les ânes, ce sont des marchands, ce sont des touristes voyageurs, et ce sont des gens heureux. Et la peinture, les Italiens ont l'habitude de l'appeler il buon governo, la bonne gouvernance, le bon gouvernement. Sauf que 1338, vous voyez que ça remonte loin, ce buon governo, c'est un morceau du titre qui avait été donné par Lorenzetti, le peintre, Allegoria effetti del buon e del cattivo governo. Un francophone traduit ça, allégorie sur les effets du bon et du mauvais gouvernement. Nenni, nenni. Cattivo, c'est le méchant gouvernement. Et là, vous voyez une distorsion, une dissonance cognitive qui se crée. Déjà à l'époque, on a les gouvernants qu'on mérite, soit ils sont bons, soit ils sont méchants. Et il n'a pas le droit d'eux, c'est pas juste, c'est le méchant. C'est ça qui est en germe là derrière. Alors, petite allégorie personnelle, nous sommes au Moyen-Âge. Comment étaient gérées les organisations humaines? Ben, souvent, la gestion, c'était la caserne ou c'était le couvent. La caserne, tu feras comme ça. Le couvent, mère supérieure, je vous raconte ce qui se passe. Et les informations transitaient de cette manière-là. Est-ce que, en modernité, la gestion de nos organisations aurait fort changé? On est parfois surpris dans certaines organisations. Bien, petite digression. Mais je reviens pour voir les méchants gouvernants, les méchants dirigeants. Il cattivo governo. J'ai pris 4 citations. Première citation, c'est un article dans une revue, La fabrication organisationnelle des dirigeants. Et je vais reprendre le rôle central laissé aux responsables hiérarchiques au processus de cooptation contribue à entretenir un plafond de verre. Dans un système contraint par des règles bureaucratiques, les patrons créent des espaces de carrière qui sont protégés par le biais de la cooptation ou de la sollicitation. L'implication des dirigeants dans la gestion des hommes crée un espace relationnel privilégié où se jouent à la fois des liens de confiance et de loyauté, mais aussi des relations d'indépendance. Première chose, vous avez des cliques, des clans internes qui se créent à cause de cela, et c'est une logique de la dette qui va courir tout au long de la carrière.
impliquant ce que Melville Dalton nommait en 1959 l'imitation sociale, calquer ses comportements sur ceux de ses supérieurs pour leur plaire. Mais ça implique un soutien inconditionnel, une obéissance du poulain envers son parrain, envers son mentor. Le mot parrain, c'est déjà connoté. Bien que fortement critiqué, ces fonctionnements claniques semblent incontournables. Il n'est pas rare pour un cadre de se voir associé à une tribu ou d'être l'objet dans un conflit, d'être pris à partie dans un conflit de mentors. Ces phénomènes de clique ont des effets excluants pour ceux qui n'en sont pas, mais inversement ont des effets contraignants pour ceux qui en font partie. Toutefois, et c'est une indication de Cécile Guillaume et Anne-Sophie Pochick, ils ont pour vertu de créer des zones de coopération stable et durable dans un univers en perpétuel changement. C'est sûr que si j'ai la loyauté certaine, mais loyauté certaine sous condition, il est dans mon clan, et s'il ne l'est plus, je le jette. Je peux affronter des tourbillons de l'univers en perpétuel changement. Mais inversement, celui qui est exclu, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas juste. Il n'a pas le droit d'eux. Vous voyez derrière ce que je vous donne comme citation ici, ce qui se joue sur les effets de réseau, sur les cooptations et les jeux d'influence. Alors, 4 autres citations beaucoup plus courtes. Les organisations sont riches de la compétence de leurs hommes, mais ceux-ci sont pauvres de la rigidité de leur organisation. Critique, derrière ça, c'est pas juste. La rigidité, c'est un résultat qui est le contraire antinomique par rapport à ce qu'on devrait atteindre. Je reprends Jung, ça c'est quelque chose, je me réveille tous les matins, je rentre dans une organisation, je pense à ça, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Ah bon? Non, c'est le pouvoir, dit Jung. Il captive ou gouverne. Foucault, quoi d'étonnant si la prison ressemble aux organisations humaines, aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons. Et la dernière, celle d'Edgar Morin, je l'aime beaucoup aussi. Il n'est pas certain que plus d'ordre aboutisse à un moindre désordre. Il n'est pas non plus certain que plus de désordre aboutisse à moins d'ordre. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est l'enjeu de la créativité. Les fameuses cliques ou clans dont parlaient Guillaume et Pochick dans la petite citation précédente, les fameux clans, ce sont des clans où vous devez obéir aux ordres, accepter l'ordre qui est imposé, l'ordre au sens large. Mais Morin a raison. Une fois que vous êtes dans un système qui anesthésie toute créativité, puisqu'il n'y a plus que de l'obéissance, comment le système peut-il évoluer s'il y a une menace extérieure qui se pointe? Et donc, voilà, il captive au gouverne en 5 petites citations. Voyons maintenant la justice, l'organisation en bonne santé. Si un collectif humain est perçu comme juste, donc nous sommes sur des subjectivités, perçu comme juste, vous aurez de la coopération et vous aurez de l'implication des personnes. Pour être perçu comme juste, il faut répondre à 2 choses. Et on ne les distingue pas suffisamment. J'ai été vérifier en France les diagnostics risques psychosociaux pour prendre un comparatif. 75 questions chez Technologia, qui est le grand leader, qui a traité les suicides chez Renault, chez France Télécom. 75 questions, il y en a 3 sur la justice, sur le sentiment de justice. Ça ne fait pas beaucoup quand même. Et les 3 questions passent à côté d'une partie du problème. On regarde le premier critère, je vais dire, il y a 2 critères. Le premier critère, c'est comment je suis traité en comparaison des autres. Le deuxième critère, c'est est-ce que j'ai assez de respect? Ce n'est plus une question de comparaison avec les autres, c'est une question de savoir pour soi, est-ce que j'ai assez de respect? Est-ce que j'ai assez de reconnaissance? Est-ce que j'ai assez de bienveillance de la part du leadership, des chefs? Et donc, sur ces deux points, ces 2 critères qui fondent la perception de justice des travailleurs, des agents,
le modèle de justice qu'est la médiation doit veiller à questionner et puis à répondre, si faire se peut, aux besoins d'une juste égalité ou réciprocité. L'égalité, c'est est-ce qu'on est tous traités de la même façon? La réciprocité, ce que je donne aux autres, est-ce que l'organisation me le rend? Système de justice, on favorise la collaboration, on favorise la coopération. Premier intérêt. Deuxième critère, les besoins de respect, la juste empathie. Vous allez favoriser l'engagement des individus, l'implication des individus au service du groupe, ce qui est encore différent de la collaboration. Vous allez favoriser le fait que des gens adoptent ce qu'on appelle en justice organisationnelle des comportements de citoyenneté organisationnelle. Je fais des choses pour lesquelles je ne suis pas payé. Et je les fais parce qu'il y a une plus-value collective à la clé. Si une organisation n'est pas juste, vous aurez un déficit de coopération et de collaboration. Si elle n'est pas juste, vous aurez un déficit d'implication et d'engagement. Vous aurez les deux selon, j'ai mis en vert ce qui se rapporte à la comparaison avec les autres, j'ai mis en brun ce qui se rapporte au minimum que j'attends du collectif en termes d'empathie, en termes de respect. À l'inverse, une organisation perçue injuste n'aura rien de ces deux-là. Ça va diminuer. Les leviers, je vais voir de très haut, on est ici en hélicoptère, égalité, réciprocité, et sur le plan de l'exigence pour soi, minimale, c'est une exigence de nature éthique, c'est l'éthique de la sollicitude, je pense à Paul Ricoeur, mais on va le voir, l'éthique de la discussion, l'éthique de la reconnaissance, l'éthique de la capacité. Je vais rentrer plus avant en voyant, pour travailler à l'intérieur d'une organisation et essayer de faire une radioscopie de ce qui va ou de ce qui ne va pas, je vais essayer de voir comment ces deux critères et trois critères peuvent s'opérationnaliser et je vais mettre 4 niveaux de travail dans l'organisation. Il y a 2 niveaux auxquels je ne toucherai pas en médiation organisationnelle. Le niveau intrapersonnel, quelqu'un qui a un conflit avec lui-même, un pervers narcissique. Traitez pas ça en médiation, vous allez vous faire embarquer et être dans un système où l'autre va vous instrumentaliser. Donc ça, je n'y touche pas. Qu'il aille en thérapie, ce n'est pas mon problème de médiation. Il y a peut-être des mesures d'ordre à prendre du côté du leadership, et ça, le diagnostic le dira. Le 4e niveau, le niveau macro, le niveau de la justice sociale et économique, je n'y touche pas non plus. On est sur le plan de la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, des administrations publiques. Je n'y touche pas. Je vais prendre un exemple très concret. Whirlpool, Amiens, en France. Vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise qui fabriquait en France des machines à laver, des lave-vaisselle, des sèche-linges. On ferme l'entreprise alors qu'elle n'est pas déficitaire. Mais si on délocalise, en Pologne, on passe d'un rendement pour les actionnaires à un chiffre, à un rendement à 2 chiffres. Et les Français, on ferme leur entreprise. Envoyer un médiateur à Amiens, est-ce que ça sert à quelque chose? Envoyez-le à New York où c'est prise la décision. Mais ça ne sert à rien. Le directeur à Amiens, il est d'accord avec les travailleurs, tout le monde, il n'y a pas de conflit. Vous êtes sur une question de niveau macro, de justice économique et sociale. Les niveaux que je vais pouvoir traiter, c'est le niveau micro et le niveau mezzo. Ce que j'appelle le micro, les philosophes appellent ça le bon, la bonne relation, c'est l'interpersonnel. Quand vous avez une tension relationnelle entre 2 personnes, pour la traiter, vous pouvez questionner et vous pouvez raisonner vers une solution conjointe sur la justice distributive, la justice procédurale, la justice interactionnelle. Je suis là dans les critères d'égalité, de réciprocité. On pourrait s'entendre. Justice distributive, pourquoi est-ce que
mon voisin, qui fait la même chose que moi, a une prime de fin d'année de 5 000 $ canadiens et moi j'ai 0. Je travaille autant d'heures que lui, je ne démérite pas et on dit qu'il a plus de mérite que moi. Vous voyez le litige qui va en sortir. Justice procédurale. La procédure pour prendre des décisions qui vont distribuer les ressources, ce n'est pas juste. Voilà une décision qui a été prise. Je n'ai pas été informé qu'elle allait être prise, je n'ai pas pu me présenter à la promotion. Je n'ai pas été informé des critères suivant lesquels le promu serait nommé, serait désigné. Je ne suis pas content. C'est injuste. Justice procédurale. Justice interactionnelle. Pourquoi est-ce que mon chef me regarde toujours avec des yeux méchants? Est-ce que c'est parce que je suis rousse? Ah oui, c'est pour ça. Il a eu une femme qui était une Écossaise rousse dont il a divorcé et il ne sait plus voir une rousse dans son environnement. Il n'est pas égal avec moi comme il est égal avec les autres relationnellement. Je suis sur l'égalité. Alors, si je viens maintenant sur des questions et des choses à traiter au niveau interpersonnel toujours le bon, mais sur j'ai droit à un minimum d'empathie ou un minimum de respect, je ne le trouve pas. Mon chef ne me le donne pas. L'organisation ne me le donne pas. Je vais prendre des philosophies parce que ce sont des bons référentiels. Ricoeur va me dire on doit être bienveillants les uns avec les autres. Donnez du care. Vous êtes en hôpital, le care, ça a une signification. Et le don, dit Ricoeur, si je te donne non pas pour que tu me rendes, mais comme si tu m'avais déjà donné, il ne peut plus y avoir de conflit. Reconnaissance, pensez Axel Honneth. Éthique discursive, la manière de discuter pour créer du lien et surmonter du conflit. On sort d'une communication de type stratégique, on rentre dans une éthique communicationnelle, c'est Jürgen Habermas. L'autonomie, c'est donner de la capacitation aux gens ou donner de l'empowerment aux gens. Et là, je me réfère à Sen ou à Deci, qui est un psychosociologue canadien sur l'autodétermination comme condition de motivation au travail. Niveau mezzo, les philosophes n'appellent plus ceci le bon, ils appellent ceci le bien commun. C'est le niveau institutionnel, c'est le niveau organisationnel. Pour questionner et pour traiter les conflits ou le risque conflictuel au niveau mezzo, ma référence, c'est Luc Boltanski et Laurent Thévenot, Les univers de sens et de justice. C'est un livre publié en 1981, donc ça remonte déjà assez loin, mais il reste toujours très d'actualité sur le type de questionnement à poser. Au judiciaire, je l'ai testé, ça marche. Je vais donner un exemple. Cité civique, cité marchande. Cité civique, je suis le chef d'un service, du service commercial d'une entreprise, et j'arrive tous les jours à 7 h le matin alors que normalement je commence à 8 h. Je repars tous les jours à 18 h alors que j'ai fini théoriquement à 17 h. Vous voyez, cité civique, comme je suis civique, l'intérêt général, j'essaye vraiment de démontrer que j'en fais le maximum. Cité marchande, dans son service, il a un représentant de commerce qui rapporte beaucoup de sous en termes de chiffre d'affaires, mais qui le prend à la légère sur les règles. Lui, il arrive à 10 h le matin, avec sa veste sur l'épaule, le sourire et la fleur aux lèvres, et il repart vers 3-4 heures, il a fini son chiffre, il ne faut pas plus. Voyez-vous le type de conflit qui va éclater entre les deux? Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils vont nécessairement avoir des discrépances sur l'organisation et sur le mode de fonctionnement. Eh bien là, vous êtes sur le bien commun. La question, c'est plus le bon, la bonne relation, c'est le bien commun qui est l'enjeu. Ce petit schéma, je vais vous dire, il est à la base de quelque chose qui commence seulement à exister, c'est le diagnostic organisationnel du risque conflictuel. Les questions doivent porter sur l'ensemble des cités ou l'ensemble des leviers de justice qui vont toucher à la perception des personnes. Alors, j'avance, je suis dans les temps, il n'y a pas de problème. Si je travaille la médiation dans les organisations humaines,
qu'est-ce que je dois me soucier? Prérequis, saisir les discrépances. Une fois que j'ai saisi les discrépances, c'est de travailler sur elles pour éliminer les sentiments d'injustice et donc les tensions relationnelles. Pour saisir les discrépances, je vais être sur les règles, puisque les gens disent c'est pas juste, il n'a pas le droit de. C'est pas juste, la règle ne convient pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui craint le conflit. Je trouve qu'il est très positif. Si vous n'êtes pas content, et si vous ne pouvez même pas le dire, ne pas nommer les problèmes, c'est se rendre incapable de les traiter. Et quand je dis ça, je me rappelle un diagnostic organisationnel dans une administration publique, 2500 travailleurs, c'est au sud de Toulouse. Je présente le questionnaire, réponse du directeur général des services, retirer toutes les questions sur la rémunération. C'est stupide. Non, 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 non. Retirer ces questions-là. OK, on fait le diagnostic avec 27 questions au lieu de 30. Rien sur l'égalité distributive en termes de rémunération. Toutes les réponses que je reçois, allez, des 3/4, parce qu'il y a quand même un quart avantagé, ceux-là ne se plaignent pas, les 3/4 se plaignent de ça. Mais comme les questions n'étaient pas posées, on sent venir du mécontentement sur certaines autres questions plus procédurales, où on se dit, mais enfin, d'où ça vient? Et ça vient du distributif. Et ce qu'on a proposé, une fois qu'on a eu la réponse et qu'on a fait le rapport, on a proposé au directeur général des services de faire des interviews. Le diagnostic quantitatif, donc en sondage, on va le compléter de façon qualitative. Et là, ce qui ressort, c'est vraiment, pour le même travail, personne n'est payé de la même façon, pour une raison simple. Et ça s'est discuté en plénière ensuite et ça s'est réglé. Et je vais dire, là, on était à la fois sur l'interactionnel et sur la transparence, donc la justice informationnelle, la justice procédurale dans l'information. Ce qui se passait, c'est que dans cette administration publique, les barèmes étaient limités et vous aviez systématiquement une inspection financière qui venait retirer aux collectivités locales le pouvoir de travailler au-dessus des barèmes. Alors, ce qu'ils faisaient, ils allaient débaucher des gens dans d'autres administrations pour prendre des postes de direction ou pour prendre des postes de pratique, et ils leur donnaient des surprimes. Une surprime par année, que les autres n'avaient pas, mais le barème mensuel était le même. Alors là, j'ai compris tout de suite. Et il faut s'expliquer. Vous avez fait silence sur cette question-là. On se met autour de la table et vous l'expliquez. Ce que le DGS a fait, il a eu le courage, parce que ce n'est pas facile, de dire à tout le monde, on ne peut pas vous payer de la même façon. Si vous êtes rentré par l'interne dès le départ, en recrutement, ben, sur les promotions, vous allez être désavantagé, ou sur l'avenue d'externe, sur des postes spécialisés, vous allez être désavantagé. Est-ce que vous pouvez l'accepter? La réponse était non, bien sûr, mais il faut trouver des manières de travailler ensemble. Et ils les ont trouvées. Le groupe les a trouvées. Alors, je pense que 4 conditions président à la saisie des discrépances. Première condition, c'est identifier les critiques, les griefs, les doléances, les plaintes des gens. Et elles sont sur la subjectivité des personnes. Un salaire différent, ça c'est objectif. Mais la perception de l'égalité, elle est subjective. Je ne suis pas traité comme les autres. Et puis, vous les confrontez à la réplique. Première condition. Deuxième condition, si vous faites de la médiation, vous introduisez quelqu'un dans le jeu de qui, pas un éléphant, mais un médiateur, et la condition, c'est qu'il soit un tiers de confiance. Comment être un tiers de confiance? Alors, je vais dire très brièvement, il y a 8 critères qui ont été déterminés essentiellement dans les sciences de gestion, et les 3 principaux, c'est 1, la compétence, 2, la bienveillance, 3, l'intégrité. L'intégrité, la loyauté. Ce que je dis correspond à ce que je fais. Ce que je fais correspond à ce que je dis.
Si un chef a ces 3 critères, ses troupes auront confiance en lui. Si un médiateur répond à ces 3 critères, il passera mieux pour négocier, pour accompagner une négociation. Troisième condition, si ce n'est pas juste, et le grief principal, c'est pas juste, il n'a pas le droit de. Le c'est pas juste, comment allez-vous le renverser? Vous allez le renverser par la justification. Dites pourquoi c'est pas juste. En d'autres mots, dites ce qui est juste à vos yeux. La réplique, ah, vous trouvez que c'est juste, justifiez. Et la rencontre des justifications, c'est la démarche de l'escalier qui vous amène à l'étage, où on recherche une solution conjointement perçue comme juste. Il y a des formes d'intersection dans les expectatives de chacun, et c'est là qu'elles se produisent, qu'elles se rencontrent. Quatrième condition, en médiation, donc je donne ici vraiment une définition de la médiation, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit organisationnelle, intra- ou extra-organisationnelle. Une condition, c'est l'autonomisation par rapport à la solution et la responsabilisation. L'autonomisation, c'est prendre les personnes comme autonomes, comme des acteurs qui ont la compétence, qui ont la capacité. Ne pas les prendre comme des troupes qu'on va gérer par de la propagande, par des formes d'assujettissement. Et c'est tout le danger de la légitimation, par des processus de légitimation, qui seraient des processus de type d'assujettissement. La responsabilisation, si je suis d'accord, eh bien, mon accord va se traduire par une mise en acte. Alors, dernière chose, nous avons relevé tous les problèmes. On a notre diagnostic qui est quantitatif, on l'a complété par du qualitatif. Je sais que je vais pouvoir maintenant entamer, soit au niveau micro, soit au niveau mezzo, un processus de médiation. Niveau micro, 5 phases. Prémédiation, j'explique ce que je vais faire et je prends l'accord de 2 ou 3 sur la question de la médiation. Est-ce qu'ils sont d'accord? Si oui, je leur fais signer en principe un document qui marque leur accord pour une raison simple. Comme médiateur, on vous enseignera très souvent, le médiateur, il est passif. Il ne fait rien du tout, il est inactif. Il est simplement la baguette magique qui, en mettant en présence 2 personnes qui ne discutent plus ensemble, va régénérer une communication. C'est ce qu'on vous présente dans la plupart des formations à la médiation. Je dis non, 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 non. Le médiateur, c'est le maître de la règle du jeu. La première phase, la prémédiation, c'est le moment où j'impose la règle du jeu et où je dis pas de nom d'oiseau, pas de nom de légumes, et si ça commence, je vous mets dehors. Ah, je suis actif quand je dis ça, et puis je le fais. Mais c'est aussi le moment où je vais dire, j'ai une exigence de loyauté. Si il y a de la mauvaise foi, si je sens l'un des deux qui commence à faire des menaces, qui commence à faire des pressions, je suis plus riche, je vais aller en justice, ça va te coûter cher. Quand je sens ça, fini la médiation. Alors, je ne finis pas tout de suite. Je le prends en aparté, ce qu'on appelle un caucus. Je lui dis, on ne continue pas comme ça, mon ami. Ah oui, ce n'est pas loyal. S'il n'est pas d'accord, fini la médiation. Donc, prémédiation, ça me permet d'être le maître de la règle du jeu. Et puis, phase suivante, le temps du récit. Racontez-vous. Mais attention, ne remontez pas à Mathusalem et ne venez pas faire un roman qui va durer 5 heures. Non, non. Racontez ce qui s'est passé, comme vous l'avez vécu. Racontez votre subjectivité. Temps du récit. Et on voit les critiques qui ressortent. Temps du récit pour l'autre aussi. On clôture le récit. Le temps de l'expression des besoins. Ce qu'on ne fait pas au judiciaire. Au judiciaire, quelles sont vos prétentions? Vous voulez des sous? Quels sont les articles de la loi sur lesquels vous vous fondez? C'est ça les prétentions juridiques. Ici, il n'y a pas de prétention, il y a des besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez besoin
de justice procédurale? Est-ce que vous avez besoin d'une autonomie pour travailler plus à votre aise? Quels sont vos besoins? Quatrième phase, les options possibles. Et ici, je pense souvent aux Canadiens, aux Québécois plus exactement. Quand ils disent c'est juste, ils me disent c'est correct. Alors, c'est correct, ça veut dire que c'est juste en rationalité. Autrement dit, c'est juste en justesse. Mais il y a une différence. Derrière le mot juste, vous avez aussi juste en justice. C'est juste en égalité, c'est juste en respect. Vous voyez la justice ou la justesse. Quand vous dites c'est correct, vous êtes uniquement sur le rationnel. Quand vous êtes sur le juste en justice, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel ou affectif, de beaucoup plus sur des conditions chaudes, alors que de l'autre côté, vous êtes sur des conditions froides. Cinquième phase, une fois que vous avez toutes les options, vous prenez la solution en rencontrant à l'intersection ce qui peut arranger les uns et arranger les autres en termes de règles justes. Si je suis sur du collectif, je termine, si je suis sur du collectif, je vais avoir plusieurs temps aussi pour traiter le différend qui est collectif. Et je prépare un contrat d'entrée en médiation aussi, mais pour tout le monde. Je dois collationner les éléments nécessaires pour comprendre les déficits de coopération. C'est ici que je dois faire un diagnostic. Et j'y tiens parce que sans diagnostic, je l'ai déjà vécu 2 ou 3 fois, vous avez un employeur qui va appeler le médiateur en disant « Écoutez, faites une médiation dans ce service-là. Il y a 50 travailleurs, allez-y. » Sauf que, en faisant ça, il ne remet pas en cause sa propre structuration du service. Où gît le problème? Et donc, avec un diagnostic, je peux pointer ce que lui doit faire et ce que moi je peux faire. Et pas lui donner une légitimation, une légitimité à ce qu'il fait en ne changeant rien du tout. Troisième temps, clarifier collectivement tous ensemble les problèmes sur le job, sur le management, sur le sociogramme. On pourrait en parler, mais on ne prend pas le temps maintenant. Identifier les situations problématiques, co-construire un projet commun pour en sortir et finaliser cela pour le futur avec une décision collective. En fait, en médiation organisationnelle, si je reprends Foucault, je mets en œuvre des dispositifs de légitimation en essayant qu'ils ne soient jamais assujettissants. Je travaille sur la justice, sur la justification. Voilà, je reviens à mes vitamines pour lubrifier les systèmes régulateurs dans leurs mécanismes de coopération, de coordination. La médiation permet de stabiliser des situations. Autrement dit, ma définition de la médiation, qui au départ était un modèle de justice, quand je regardais le judiciaire, elle est devenue maintenant une redéfinition. C'est un ensemble de mécanismes de coopération que je mets en œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour ce panorama rapide des pensées qui t'ont animé pour cette rencontre. Je vais tout de suite donner la parole à Martin, qui va certainement te poser des questions, ou en tout cas stimuler des questions et des réflexions aussi par le public. Le public, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas de l'écrire dans le chat. Elles vont être prises en considération. Le temps de parole aussi va vous être accordé par la suite. Merci beaucoup, Eric, pour cet exposé très intéressant et riche et varié. On se demande si on pourrait discuter des types de vitamines qui pourraient comme ça améliorer le processus et les climats dans les organisations. Il y en a plusieurs. Mais il y a plusieurs questions qui m'ont interpellé à travers votre exposé. Et j'aimerais d'abord essayer de résumer, sauf erreur, le message que vous pouvez peut-être transmettre à notre audience, notre auditoire. N'est-il pas vrai que la règle de droit, souvent de fois, peut-être appréhende mal la question de saisir les discrépances et de leur trouver une
une formule qui se prête mieux à une justification améliorée, qui rejoigne des parties, qui fasse l'affaire des parties. En ce sens, est-ce que le bon médiateur, ce n'est pas d'abord une personne qui n'est pas forcément, en fait, vous l'avez dit qu'il faut être compétent, mais compétent en quoi? En quoi est-ce que vos qualités de juriste vous aident en tant que médiateur? Quelles sont les principales qualités qu'on doit rechercher dans le cadre du processus de médiateur qui vont enclencher un processus de médiation qui va déboucher sur le succès? Dans la mesure, est-ce que vous ne sentez pas parfois trahir le droit à travers un bon processus de médiation? Quelle est votre opinion sur la question? Je dois faire la différence entre les médiations à la lumière du droit et les médiations à l'ombre du droit. Je précise. Quand il y a un enjeu de nature juridique, je suis toujours à la lumière du droit. Et là, ma compétence, c'est de dire aux gens, avant de signer l'accord vers lequel vous vous dirigez, est-ce que vous êtes au courant des droits auxquels vous renoncez? Et il arrive que les gens n'aient pas d'avocat ou qu'il n'ait pas un avocat compétent. Et auxquels ils peuvent renoncer légalement. Et auxquels ils peuvent renoncer légalement, bien sûr. Donc, je pense que la première chose pour un médiateur, c'est de voir s'il est à la lumière du droit ou à l'ombre du droit. L'ombre du droit, ce sont d'autres types de médiation. C'est par exemple une médiation sur une place, l'autre est près de la fenêtre. Moi, je suis tout contre le mur opposé. Je voudrais de la lumière, je veux changer de bureau. Pourquoi est-ce que je ne suis pas traité comme lui? On retombe dans la distributive, la justice distributive. Je vais trouver un juge en demandant, monsieur le juge, changez mon bureau de place, forcez mon employeur à le mettre près de la fenêtre. C'est sûr que mon expectative de justice, elle est vraie. Mais est-ce que je peux la couler dans une prétention juridique? Non. La seule chose, et c'est ça l'ombre du droit. Ça c'est nous. L'ombre du droit, c'est je ne peux rien faire qui piétine l'ordre public. L'ombre du droit. Et je peux faire j'ai beaucoup d'espace de négociation en précisant que dans tous les cas où j'accompagne une négociation, je distingue la médiation de la négo elle-même. Parce que pour moi, une négociation pure et dure n'exige pas de la bonne foi, n'exige pas de la loyauté, n'exige pas une solution juste, perçue comme juste, ni un processus de discussion qui soit perçu comme juste. Si j'ai en négociation un rapport de force, et je viens peut-être sur la justice économique et sociale, comment on fixe les conventions collectives sur les salaires? Un bras de fer. Et dans les bras de fer, tous les coups sont permis, même ceux qui ne sont pas loyaux. En médiation, je ne peux pas laisser faire ça. Il y a autre chose que de la négociation. Il y a un modèle de justice derrière. Je ne peux pas concevoir qu'un substitut de justice, je parle ici de la médiation judiciaire, soit un substitut inéquitable. Vous suivez mon raisonnement? Oui. Dans la même foulée, vous insistez sur le fait de bien justifier la règle pertinente qui est l'objet du litige parfois, et pour en arriver à une bonne médiation. Et dans le même temps, se peut-il que l'objet du litige, du différend, puisse aussi reposer pas forcément sur une règle, mais sur une question de fait? Vous offriez comme cas, par exemple, cette personne qui se demande pourquoi cette personne, mon superviseur, agit-il de manière déraisonnable? Pourquoi est-il méchant? Mais le fait d'être méchant vis-à-vis de quelqu'un, c'est davantage une question de fait qu'un différend qui s'articule autour d'une question de droit. Alors, comment est-ce que vous distinguez ces deux types de problèmes? Est-ce que ça ne revient pas à la même question précédente ou pas? Si je peux faire mon diagnostic, Oui. quand on est sur une organisation, je vais voir tout de suite les griefs qui sont individuels et uniquement individuels et les griefs qui sont itératifs sur le groupe, sur un groupe, un service ou un département à l'intérieur de l'administration ou de l'entreprise. Quand ce sont des griefs itératifs, donc répétitifs, plusieurs disent le même grief, et je vais le traiter autrement. Là, je vais proposer une médiation individuelle ou peut-être au chef de faire son dialogue de son côté
à partir du quantitatif qui a été récolté. Est-ce que je me suis exprimé assez clairement? Oui, mais je me demande en fait si il n'y a pas. J'essaie de distinguer les questions de fait des questions de droit en fait. Quand une personne s'adresse à une autre en se montrant, en fait, sur le plan interprétatif, méchante, ne s'agit-il pas d'une question de fait? C'est pas si on ne s'entend pas sur quelqu'un qui est méchant ou pas. Est-ce que je suis méchant ou pas? C'est une question qui doit être tranchée en fait. Si la personne est méchante ou pas, c'est pas en soi peut-être le contrôleur, peut-être une question, une personne qui supervise. On va dire non, je n'ai pas été méchante en disant ceci. Oui, tu l'as été. Vous voyez, cette question, ce problème n'est pas une question de droit en soi. En quoi est-ce qu'on pourrait la transformer en une discrépance qui reposerait sur la justification d'une règle? Ce serait plutôt la justification d'un fait ici, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que c'est plus compliqué que discuter de règles? Non, je pense que le lien se fait vite. Quand on demande à quelqu'un, au judiciaire, pourquoi vous êtes devant le tribunal? Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre énergie pour venir en ligne au conflit? La réponse, c'est pas juste. Et donc, derrière le « il est méchant », il y a le « c'est pas juste ». Il n'est pas juste. S'il n'est pas juste, c'est parce qu'il n'a pas le droit de. Mais ce n'est pas le droit légal, hein, c'est le droit dans la normativité interne ou externe de la personne. Et c'est de cette manière-là que derrière le factuel, qui est à l'origine de la discrépance, il y a du factuel. Mais ça peut se discuter. Est-ce que ça doit se discuter en médiation? Si j'ai un chef qui peut adopter une posture de médiateur, la posture de médiateur, on l'a vu, c'est j'écoute les griefs, les critiques. 2, je suis de confiance pour écouter et pour essayer de trouver des solutions. 3, s'il y a une solution qui est trouvée, il faut qu'elle soit perçue comme juste par tout le monde. Et 4, il faut de l'autonomie. Si à un certain moment, l'autre ne veut plus discuter, il sort du processus, mais il faut une responsabilisation aussi. S'il signe, il faudra le faire. Il ne faudra pas tourner autour du pot. Donc, je peux adopter une posture de médiation en étant chef, mais je ne suis pas médiateur, parce que je ne suis pas le tiers indépendant, tiers qui a l'impartialité, l'indépendance, la neutralité. Je ne suis pas ça. Mais je peux, en adoptant la posture, arriver quand même à du résultat. Oui, à un autre niveau, par exemple. Vous avez bien mis en lumière les différentes facettes qu'adopte le concept d'égalité. Il commence à se cristallise dans la vie de tous les jours. Aristote disait il y a plus de 2000 ans, la meilleure méthode de créer de la justice, c'est de traiter tout le monde de manière strictement égale. Comment, dans votre réalité, vous répondez à ça en disant, oui, étant donné que factuellement, on a tous des besoins différents, on a tous des préférences différentes, on a des contraintes différentes. Comment jongler avec ces différences dans une légalité à définir, acceptée par tous? C'est tout un travail, n'est-ce pas? Un travail de psychologie aussi. Comment vous jonglez avec tout ça? OK. Alors, je ne peux pas prétendre avoir une solution parce que c'est une question qui se discute depuis des siècles et des siècles. Donc, je veux dire, le doigt est mis sur une faiblesse de la médiation. Par contre, je prends comme guide, et c'est en page 16 du livre Le Juste de Ricoeur, donc c'est dire si j'y suis revenu souvent, les 3 formes d'égalité qui peuvent se discuter. La première forme, c'est une égalité arithmétique. Une égalité arithmétique, on est dans une succession, il y a 2 héritiers et 10 000 $ canadiens, 5 000 chacun. Deuxième égalité, c'est l'égalité proportionnelle. L'égalité proportionnelle, c'est chacun, selon sa contribution, peut recevoir. Contribution sur rétribution, c'est une fraction. Je travaille à temps plein, ma voisine travaille à mi-temps, j'ai un salaire de 2 000 $ par mois, elle a un salaire de 1 000 $ par mois. Ce n'est pas le même montant arithmétique, mais c'est égal. Une égalité proportionnelle. Je prends ça, dans une succession, il pourrait y avoir des différences de cette nature-là, par rapport à ce qui a déjà été donné par les parents. Bien. Troisième égalité, c'est l'égalité que j'appellerais
par comptant de chacun. Une égalité, il n'y a pas vraiment de mot en français, par équivalent. Égalité par équivalent. Je suis dans la succession, je suis la fille, je ne veux pas les maisons, je ne suis pas intéressé par des valeurs financières. Par contre, les bijoux de maman, je les voudrais bien. Ils n'ont pas beaucoup de valeur par rapport au reste, mais 2 maisons, que chacun de mes frères en prenne une. Du moment que j'ai des bijoux, je suis content, contente. Alors, vous êtes là dans chacun son content. Plus subjectif, voilà. C'est beaucoup plus subjectif. Une égalité par équivalent. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, j'ai déjà fait des formations à des notaires et ils me disent toujours, un gros problème, c'est dans les successions, on n'arrive pas à de l'égalité qui satisfait tout le monde. Et je vais vous dire, les Flamands, ils ont des méthodes, des notaires flamands ont des pratiques qui sont très intéressantes, mais on pourrait très bien avoir la même pratique sous forme de ce qu'on appelle un arbitrage de dernière offre. Chacun, il y a 3 héritiers, ils se disputent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je fais une liste de toutes les créances et les dettes, donc de tous les biens qui ont une valeur et de tous les biens qui coûtent, et je leur dis, voilà la liste, il y en a 200. Vous avez 3 colonnes, héritier A, héritier B, héritier C, et je ne discute plus avec vous. Rentrez ce soir à votre maison et demain à midi, vous me remettrez dans une enveloppe des croix à côté de la répartition des biens que vous proposez, comme la plus équitable à vos yeux. J'ouvrirai vos enveloppes à midi et je choisirai, forme d'arbitrage, l'enveloppe qui me paraît la proposition qui me paraît la plus équitable. Et vous forcez, c'est un expédient pour forcer l'équité dans le résultat. Mais c'est un arbitrage de dernière offre. Et quand je fais ça, je mets le coup de pouce pour avoir une solution assez égale. Cela dit, le médiateur n'a pas ce pouvoir encore. C'est ça? Alors, quand je commence et que je fais signer une convention d'entrée en médiation, en Belgique on appelle ça un protocole de médiation, je mets, si c'est possible, un processus graduel. Je commence par de la facilitation, où je mets de la bonne ambiance. Je continue par de la médiation, où je pose des questions. Je continue par de la conciliation, où je propose des pistes de solutions. Je finis par un arbitrage de dernière offre ou par un médarbe. Ouais. Vous voyez? Et les gens savent, puisque la prémédiation me permet d'expliquer, que j'ai ces possibilités-là, mais que je ne basculerai de la facilitation à la médiation, au cœur médiationnel de questions, qu'avec le raccord. Et ainsi de suite, c'est ça l'autonomisation. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Comme les gens n'entendent pas bien, c'est important qu'il faut reformuler la question. Parfait. Oui. Donc, il y avait une question sur les différences, les avantages de la médiation individuelle par rapport à la médiation de groupe. Et quelles situations, selon vous, ça peut être Donc, les avantages de la médiation individuelle par rapport aux avantages et inconvénients de la médiation de groupe, j'imagine, et Vice-versa. Et donc, quelles seraient les circonstances pour favoriser l'une plutôt que l'autre? OK. La médiation individuelle, c'est lorsque une seule personne dans le groupe, dans le collectif, a des critiques, des griefs à faire sur sa subjectivité quant à la justice perçue. C'est pas juste. Quand il n'y a qu'une seule personne qui se plaint de ça, je vais faire de l'individuel par rapport à qui? Souvent, c'est le chef, le superviseur, mais ça pourrait être aussi le N+2, le N+3. Ça pourrait être aussi une question de justice économique et sociale. L'entreprise voisine donne une rémunération, un sursalaire par kilomètre de vélo que je fais pour venir travailler. Vous ne le faites pas. C'est de la justice économique et sociale. Je n'ai pas le droit, en termes distributifs, à l'avoir, puisque les autres de mon groupe n'ont pas ça non plus. Mais je souhaiterais ça. Donc, ça, c'est une question que je vais médier en individuel. Le danger de la médiation individuelle, c'est de créer, dans ce que les juristes appellent des conflits
des conflits qui sont, je cherche le mot connexe, la connexité. Est-ce que vous l'utilisez au Québec? Plus ou moins. Dans des conflits connexes, c'est d'avoir une solution dans chacun des conflits, je vais prendre un exemple concret, qui soit différente. Je vais rompre ce qu'on appelle en français l'isonomie, ça veut dire tous sur le même pied devant la loi. Isos, le même, nomos, la loi, on n'est plus tous sur le même pied. C'est le danger de la médiation individuelle quand on travaille avec des groupes. Exemple, et je l'ai connu au tribunal, c'est un patron électricien qui envoie 4 ou 5 travailleurs en réparation ou en installation pendant la journée. Quand c'est une panne qu'il faut réparer, qu'il est 4 heures de l'après-midi, je finis à 5 heures, il n'y a pas de pointeuse puisque je suis en voyage. Si je n'ai pas réparé la panne avant 19 heures, je resterai au boulot. Donc j'ai des heures sup. Mon travailleur, mon collègue, il a des heures sup aussi. Au bout de 5-6 ans, les travailleurs en ont marre et disent au patron, on a des heures sup, payez-les nous. On se retrouve au tribunal, action judiciaire, hein, et le patron dit, je reconnais, c'est vrai, mais je n'ai pas de pointeuse. Je veux bien payer quelque chose, mais quand j'écoute ce qu'ils me réclament, il y en a un qui me réclame 3 000 $, il y en a un autre qui m'en réclame 100 000. Pour la même chose, ça ne va pas. Et je voudrais bien faire une médiation. Donc, tribunal, on désigne un médiateur. Supposons, ici, je rentre dans les suppositions. Supposons que le premier médiateur a un travailleur très moutonnier, on va le dire comme ça, gentil, et il se contente de 2 000 € dans la négociation, 2 000 $ dans la négociation. Le deuxième, il arrive à négocier et il a son accord à 5 000 $. Le troisième à 10 000 et le quatrième, le cinquième plus haut. Les gars se retrouvent à la cafétéria à midi après la médiation. Qu'est-ce que tu as eu, toi? Ah! Et là, vous avez la rupture d'isonomie qui va créer de la difficulté. Et donc, la médiation individuelle, en ça, sur des affaires connexes, elle est dangereuse. Par contre, une médiation de groupe, vous le faites quand la critique est globale, quand il y a 5 personnes ou 6 personnes qui formulent la même plainte, le même grief contre l'organisation ou contre quelqu'un dans la hiérarchie de l'organisation. Voilà. D'autres questions du public? Moi, je vais aller dans le même sens. Il y a la question du précédent, hein. Donc, on résout un problème avec une loi singulière, une justice singulière qui va s'appliquer à un cadre spécifique, mais qui ouvre la porte à des précédents qui pourraient, à un moment donné, venir perturber l'ordre organisationnel. Donc, est-ce que la médiation n'est pas aussi une pratique qui crée du désordre? Alors, les Canadiens qui font de la médiation organisationnelle, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2 ou 3. Ils ont pris une habitude de laquelle je me suis inspiré. Au fur et à mesure de l'avancement des médiations de groupe, on fait venir autour de la table tous ceux qui ont un intérêt dans l'histoire, sauf 2 acteurs représentatifs, le décisionnaire, celui qui a la signature sur le distributif, s'il faut, par exemple, changer de bureau, s'il faut un plan de carrière avec de la formation, ça coûte tout ça. Et donc, celui qui va avoir la signature budgétaire, il n'est pas présent autour de la table. Le deuxième qui n'est pas présent autour de la table, ce sont les acteurs syndicaux. Eux peuvent être intéressés parce que c'est peut-être une plainte individuelle qu'on va régler autour de la table avec tout le monde, mais si d'autres affiliés sont concernés par le même problème, il faut qu'ils puissent le dire. Et donc, il y a un compte-rendu anonymisé qui se fait de ce qui se discute pour voir s'ils peuvent ne pas mettre de veto. C'est pas dire je suis d'accord, mais pas à un certain moment dire votre jeu, je ne suis pas d'accord de le laisser passer, donc il faut s'en assurer. Sur cette question du précédent,
c'est la meilleure manière de savoir à partir de quand il y aura un veto à la solution perçue comme juste par ceux qui sont autour de la table et qui peut ne pas être perçue comme juste par l'organisation elle-même, par le top. Donc, cette façon de rendre des comptes qui sont anonymisés, mais qui permettent de ne pas avoir de veto, je pense que c'est inspirant comme méthodologie. Il est souvent utile enfin, en tant que médiateur, vous entendez, vous confie des choses, hein, dans le secret un peu aussi. Comment gagner la confiance de ce secret d'une partie, sachant que l'autre partie peut faire de même aussi pour pour en arriver à une solution originale auquel les parties n'osaient pas faire référence au départ avant votre intervention. Comment faire ça? Ouais, et c'est très, très embêtant parce que je vais être dans une situation où légalement on appellerait ça un délit d'initié. Je vais prendre un exemple sur des pensions alimentaires. Donc, on rentre dans un divorce, mais je pourrais l'avoir dans l'entreprise aussi, hein. Le mari me dit, moi, je gagne beaucoup de sous. Je peux donner pour mes enfants une pension alimentaire, une contribution alimentaire de 10 000 $ canadiens par mois, ça ne me gêne pas. Mais, et là, on rentre dans les noms d'oiseaux, la salope, etc., qui m'a fait vraiment enrager pendant 20 ans de ma vie, elle n'aura pas un bal. Donc, je propose 0. Mais je sais qu'il peut aller jusqu'à 10 000 €. Caucus. Aparté, caucus avec la femme maintenant. Ce mec-là qui est parti avec une jeune pour refaire sa vie, c'est dégueulasse, il payera, et j'exige une pension alimentaire de 15 000 $, il n'a qu'à les payer. Sachez que si j'ai 3 000 $, je peux m'en sortir avec les enfants, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai une information initiée. Alors, je peux dire 10 000 plus 3 000, ça fait 13 000, on coupe la poire en deux. Est-ce qu'avec 6 500, tout le monde est d'accord autour de la table? Et je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Je dois tenir l'information que j'ai confidentiellement. Et c'est très délicat. C'est très difficile. De ne pas la révéler, mais en même difficile temps de ne de pas la rapprocher révéler. des parties. Alors, comment est-ce que je fais quand je suis dans cette situation-là? Voilà. Je pose des questions pour faire avancer le schmilblick. Okay. Mais je ne donne pas de piste de solution. Voilà. Je vais donner plutôt l'alchimie décisionnelle, tel paramètre, est-ce qu'on le met en priorité ou pas? Et on discute sur l'ordre de priorité des critères décisionnels, des paramètres décisionnels. Jusqu'à ce que ça devienne, comme on dit au Québec, correct pour l'un et pour l'autre. Là-dessus, j'aimerais préciser quelque chose dans le langage québécois. C'est que le mot correct au Québec est utilisé plus largement qu'il l'est en France et en Belgique. Et je vous dirais que si quelqu'un dit « c'est correct », de manière après sèche, c'est le Québec, c'est le correct, c'est la justice rationnelle. Mais si quelqu'un vous dit « c'est correct », vous pouvez vous faire certain que tout est juste et que tout va bien. C'est équitable. Nous avions une question dans la salle, Frédéric. La question, est-ce que ça doit s'intégrer dans une formation initiale, dans des programmes en relations industrielles, donc des programmes de professionnels du travail et de l'emploi, ou est-ce que c'est une formation qui peut être transversale à l'ensemble de différents programmes ou de différents cursus de formation qui pourraient même être de formation continue ou peu importe, à tout individu qui… Donc, est-ce que ça prend une caste d'experts ou est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être généralisé à un ensemble de professions, de formations? De formation. Est-ce que je traduis bien la question? La première observation que je vais faire en réponse, parce que la question est très intéressante. Première observation, c'est que ceux qui font de la médiation, aussi bien au judiciaire que dans l'organisationnel, ce sont des gens qui sont déjà assez âgés, qui ont déjà un bagage de souffrance pour comprendre les problèmes des autres. Et je suis dur quand je dis ça, mais un jeune qui sort de l'école, il n'a pas ce bagage expérientiel. Et il peut imaginer, mais et comprendre et avoir les bonnes questions, il ne les aura pas nécessairement. Par contre, donc, ça, ce serait de dire il faut une caste. Si
on vise ça. Par contre, la médiation, c'est une culture de médiation. C'est une culture qu'on peut introduire dans l'entreprise. Et c'est une culture qui est beaucoup plus large que la communication non violente ou que la bienveillance dans les organisations. Il y a un tas de formations sur ces thèmes-là qui sont des thèmes que j'appellerais instrumentaux. Ici, vous êtes à un niveau beaucoup plus haut. Vous êtes dans un ensemble de mécanismes de coopération. Ceux-là, c'est un des mécanismes, c'est un des rouages de l'horloge coopération. Avec la médiation, c'est toute l'horloge. Et former des jeunes à ça, c'est leur permettre de rentrer en entreprise avec un profil de tiers de confiance. Ça veut dire en pouvant prévenir les tensions relationnelles et en contribuant à les éteindre lorsqu'ils les voient autour d'eux. Le jour où tout le monde aura ça, il y aura une belle socialisation interne dans les entreprises que vous avez peut-être plus facilement, vous les Québécois, par votre historique, que les Européens. Tout à fait. Il y a un certain mariage à faire avec le développement organisationnel, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien Oui. sûr. Est-ce que ça existe des services de médiation qui sont constitutifs de l'organisation? Ou est-ce que, pour vous, la médiation, c'est nécessairement un tiers extérieur, donc ça veut dire un consultant qui arrive de l'extérieur et qui vient intervenir dans une organisation? Je ne connais pas par définition, moins bien que les gens qui sont à l'intérieur. Et je vais me référer à l'Union européenne, qui a légiféré en matière, donc pour tous les pays de l'Europe, en matière de médiation. Ils ont légiféré, il y a trois types de normes. Il y a la médiation civile et judiciaire et commerciale, donc les litiges judiciaires. Il y a la médiation des contrats conclus en ligne et il y a la médiation de tout ce qui est la consommation, médiation de consommation au sens large. Dans la première directive européenne, qui date de 2008, l'obligation d'indépendance des médiateurs était écrite. Dans le code de bonne conduite des médiateurs, l'Europe avait précisé qu'il doit être indépendant. Dans les 2 dernières réglementations, suite à la pression des médiateurs internes, surtout des administrations françaises, on a retiré la condition d'indépendance, ce qui répond à votre question. Mais c'est sûr que quelque part, il y a un goût de Canada Dry, là. Ouais. On avait une question en ligne, par la suite, j'hésiterais peut-être à faire le mot de la fin, souvent, cette dernière question. En fait, justement, vous avez parlé de la notion de bonne question, donc je voulais savoir si vous avez des exemples de questions à poser parfois pour aider une médiation à débloquer ou à avancer. Quelles seraient les bonnes questions à poser lorsqu'une médiation est bloquée pour arriver à la débloquer? Je le fais en caucus, ça veut dire en aparté. Et je regarde avec la personne que son verrouillage va... Je ne fais pas du tout de rapport de menace, rapport de force, que son verrouillage va entraîner comme seul recours le judiciaire. Et que entre une solution conventionnelle, où il faut mettre de l'eau dans son vin, et une solution judiciaire où on n'a peut-être plus de vin du tout, il faut qu'il choisisse. Et donc, les questions que je vais poser, ce sont plus des questions conséquentialistes. Qu'est-ce qui va se passer? En disant, vous avez tout à fait le droit de, c'est l'autonomie du processus, mais ce qu'on peut imaginer, si vous êtes vraiment insatisfait, c'est qu'on avance vers un médarme ou vers un arbitrage de dernière offre ou vers une conciliation où vous me permettez de proposer des pistes. Et à ce moment-là, si l'autre est d'accord, on avance dans ce sens-là. Et je ne me contente plus seulement de poser des questions. Je veux vous aider à coopérer. Et si je suis tiers de confiance, souvent ça marche bien. Donc, c'est des questions sur ce qu'il va se passer si vous n'avancez plus dans la médiation, si on bloque dans la médiation. C'est faire prendre conscience à l'autre des enjeux de stopper le processus. Verrouiller la négociation, c'est son droit. L'autonomie du processus, c'est ça.
Eh bien, merci Eric, merci Martin, merci à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous aurons d'autres conférences. Si vous êtes toujours intéressé par les activités du département, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, à suivre notre page. Vous recevrez beaucoup d'informations. Nous sommes dans notre 80e anniversaire. En octobre, nous avons le 20 octobre notre soirée d'anniversaire qui a lieu au Musée de la Civilisation avec des spectacles de cirque acrobatique, la musique jazz. Et non, ce n'est pas une blague, c'est réel. Nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez nous suivre et participer à cet événement. Il y aura d'autres conférences durant l'année. Il y aura aussi des tables de transfert de connaissances qui sont prévues à l'hiver prochain. Donc, de nombreuses activités pour souligner ce 80e anniversaire. Je rends la parole, je rends l'antenne à Québec. Merci beaucoup. Au revoir.